Bonjour à tous, merci. Donc, dans les 20-25 minutes, je vais vous présenter ce qu'est d'Energium, ensuite le problème auquel on s'adresse, ensuite ce que l'on sait faire aujourd'hui, et ensuite ce que l'on est en train de construire pour répondre complètement à la problématique à laquelle on s'adresse. Donc d'Energium, start-up issue d'INRIA, créée en février 2023, par 3 personnes, donc moi-même qui ai fait toute ma carrière chez INRIA, dans différents centres, et j'étais rejoint par Cédric et Jean-Paul avec des profils plus commerciaux. Ils sont dans la salle, ils seront là aujourd'hui, donc vous pouvez les reconnaître. C'est pour ça qu'il y a la photo. On a un premier ingénieur qu'on a recruté, donc Bastien, en octobre, et petit message, donc on est en train de recruter un ingénieur R&D, donc un profil, dirons, calcul scientifique avec apprentissage. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de dire IA. Voilà, comme ça j'ai donné le buzzword qu'il fallait donner aujourd'hui, donc je vais le redonner aussi, mais bon, voilà. C'est vraiment un buzzword. Alors, et donc voilà, donc recrutement en cours. Donc à la fin de l'exposé, il y aura l'adresse email où vous pouvez envoyer votre candidature. On est à l'ENSERV, donc je pense qu'il y a pas mal de candidats qui doivent être très intéressants. Alors, la problématique à laquelle on s'adresse au domaine du HPC et IA, je vais le redire. On aurait pu dire Big Data, mais c'est has-been maintenant, donc je vais me contenter de dire HPC IA. Et donc là, on l'a dit depuis le début de la journée, donc je ne vais pas redire la même chose, mais il y a une explosion de la demande. Il n'y a pas que l'IA, il y a aussi les jumeaux numériques et tout ça. En face de cette explosion de la demande, il y a des limitations fortes. Le coût de l'énergie a énormément augmenté. On est passé de 150 € le mégawattheure à plus de 300. Donc ça pose des problèmes à certaines entreprises. Le problème de hardware, il y a 4 ans, il fallait 1 mois pour avoir un serveur DGX, donc de chez NVIDIA, un truc un peu pointu. Maintenant, il faut 1 année. Et puis des contraintes réglementaires. Il faut savoir que les prochaines machines, les grosses machines qu'on appelle de classe exascale, donc qui seront capables de traiter les plus gros problèmes actuels, et ben, par exemple, l'énergie en entrée est limitée à une puissance de 20 MW. Voilà. Et donc, en fin de compte, ce qu'on est en train de vivre, c'est un changement de paradigme. On passe du time to solution, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, faire des gros calculs, on devait avoir le temps le plus rapidement possible. Aujourd'hui, il faut penser en termes d'énergie, énergie to solution. Et à vrai dire, on est en train de vivre ce que le hardware a vécu dans les années 2005-2010, avec la limitation, on ne pouvait plus augmenter la fréquence pour juste avoir plus de puissance. Il a fallu reconsidérer, tout traiter en termes d'énergie, ce qui a donné les multicœurs, ce qui a donné plein de choses, une complexité qu'il faut gérer. Donc finalement, aujourd'hui, il faut traiter l'ensemble des calculs, car on parle bien des calculs en mode énergie. Alors pour donner un peu de concret à ce monde du calcul, je vous ai mis un peu le workflow habituel. Donc vous avez un ensemble d'applications, d'accord, qu'on va faire tourner avec des paramètres, des données, qui doivent tourner sur un ensemble de serveurs. Et puis évidemment, on exploite les résultats. Et entre, vous avez un cluster manager. Donc typiquement pour les gens qui font du HPC, le plus connu c'est Slurm. Vous avez besoin de distribuer l'ensemble des calculs à faire sur un ensemble de serveurs. Un centre comme l'IDRIS, qui dépend du CNRS, qui est un des 3 gros centres académiques en France, il faut savoir que le nombre d'exécutions par jour, c'est à peu près 20 000, qui tourne sur 2000 serveurs. Voilà. Et Frontier, qui est le cluster le plus puissant aujourd'hui, il y a 10 000 serveurs qui sont chacun, un serveur est composé de 2 processeurs physiques et 6 GPU. Voilà, c'est des grosses machines. Et donc ça c'est l'environnement dans lequel on est. Et la technologie qui est utilisée aujourd'hui, j'ai cité Slurm, pour gérer ce genre de calcul, il date de 30 ans, il est un peu obsolète. Quand on regarde, je m'excuse, il y a du français et de l'anglais en même temps, quand on regarde les applications qui sont lancées, quand on regarde l'efficacité des serveurs, aujourd'hui on est sur des choses qui sont assez médiocres. Tout ça, c'est dû au fait qu'on est dans un système qui s'auto-entretient. Et donc, l'idée que nous on va mettre en place, c'est justement un peu casser tout ça. Et en se basant sur le critère énergétique, et comme je l'ai dit, ça, c'est le critère qui est utilisé pour le hardware aujourd'hui, on va améliorer le système, on va l'optimiser de manière bien meilleure.
Et donc, on va s'intéresser à notamment la partie cluster management. Notre proposition de valeur, c'est bien de changer ce système qui est arrivé à bout de souffle, et on va atteindre une amélioration d'environ 20%. Donc ce 20%, il ne sort pas du chapeau, hein. Il est issu justement des données que je vous ai montrées juste avant, que l'on est capable de gérer aujourd'hui, d'acquérir. Une fois qu'on a amélioré ce système, on va pouvoir répondre à la fois aux problématiques aux contraintes des entreprises, c'est-à-dire qu'ils peuvent être, soit je veux faire beaucoup de calculs, soit je veux ce qu'on fait du power capping, c'est-à-dire limiter ponctuellement l'énergie consommée par l'ensemble de mes ressources, soit voir un peu plus loin et avoir moins de serveurs pour faire la même quantité de calculs. Et donc là, on est vraiment sur du green, c'est-à-dire qu'à la fois baisser la consommation, mais quand on sait que le coût de fabrication d'un serveur, ce n'est pas négligeable pour la planète, voilà, on est sur cet aspect-là. Donc là, j'ai terminé de donner les éléments sur Denergium, sur la problématique à laquelle on s'adresse. Maintenant, les deux parties qui vont rester, c'est ce que l'on fait aujourd'hui et ce qu'on va les faire et ce qu'on a commencé à faire pour répondre complètement au problème. Donc ce qu'on a aujourd'hui, c'est un outil qu'on appelle Energiscopium, qui est finalement un outil qui va nous permettre de faire du profilage énergétique, donc de comprendre le système de calcul sur lequel on est. Et donc c'est en trois étapes. On a ce qu'on appelle la partie record, donc on fait de la mesure globale. Telle exécution a consommé 3 Wh, voilà, qu'on peut extrapoler avec un PUE, non, je ne vais pas rentrer dans les détails, bon, bref, du carbone si on veut et tout ça, on n'a pas le temps. Deuxième niveau, on va passer ce qu'on appelle le monitor, c'est-à-dire qu'on a envie d'avoir une vision globale de tous mes serveurs qui servent à faire du calcul. Donc là, on va un peu avoir dans ces serveurs, est-ce qu'ils sont tous utilisés de manière aussi efficace? Est-ce que les applications qui tombent dessus, j'ai un bon balancing, voilà, ce genre de choses. Et enfin, la partie optimize qui va me permettre de faire de l'optimisation, c'est-à-dire du profilage sur des codes. Donc typiquement, on va s'adresser plus à des développeurs. Le type de données qu'on va obtenir, c'est sur la partie, on va s'adresser à deux types de personnes, soit les managers, soit les utilisateurs développeurs. Donc sur la partie manager, on va leur apporter des tableaux de bord qui vont leur permettre de faire du data mining et donc de savoir exactement ce que je dis avant, c'est-à-dire savoir qui est efficace ou moins efficace. Sur la partie utilisateur et développeurs, là, on a une problématique, c'est que les gens qui font des calculs, ça peut être de profil plus mathématicien ou plus développeur pointu. Et donc, on va avoir plusieurs niveaux de données. On va avoir des données globales, mon job à consommer tant de watts. On va avoir des données type label. Voilà, on a mis quelque chose qui était du type DPE pour que la personne elle se rende compte, voilà, l'exécution de l'application avec mes données que j'ai lancée maintenant, là, est-ce que finalement j'étais efficace ou j'ai un truc qui n'a pas du tout bien exploité le matériel. Quand on parle d'efficacité, on parle de bien exploiter le matériel sur lequel le logiciel tourne. Et puis pour des choses un peu plus pointues, on va avoir des données brutes qui vont permettre à des gens qui veulent aller beaucoup plus loin d'accéder aux données et de faire leur propre traitement. Et puis d'aller voir des choses un peu fines au niveau des profils énergétiques, le profil énergétique d'une application, l'énergie consommée au cours du temps. Et donc là, on va pouvoir, en général, quand on met un développeur ou quelqu'un qui connaît bien son code, en face de ça, il reconnaît les phases de son code. Il dit, OK, j'ai un processus itératif, je vais retrouver les éléments. Et donc, il peut voir, ah oui, OK, là, mais là, j'ai un creux, pourquoi je ne m'y attends pas, voilà. Et donc, évidemment, l'énergie, c'est une mesure comme on pourrait faire pour les gens qui font du calcul du FLOPS, on va rajouter cet élément-là. Quand on parle d'énergie, on ne fait pas table rase du reste. On avait le temps, on avait l'énergie, maintenant on a l'efficacité. Voilà, on rajoute des dimensions, on rajoute de la complexité, mais on rajoute aussi des moyens d'aller beaucoup plus loin. Comment ça fonctionne? On a des compute nodes, donc des serveurs qui tournent. On va mettre une sonde dessus, un agent, un démon, suivant le langage qu'on utilise. On va récupérer des données, et puis nous, on va analyser toutes ces données sur un serveur et on va apporter les informations que je vous ai décrites un peu avant. Donc ça, c'est un peu la partie, ce qu'on fait aujourd'hui. Maintenant, notre programme de R&D, il va construire une solution qui va être beaucoup plus proche de la problématique que je vous ai donnée.
Finalement, ce que l'on fait avant, ce que je vous ai décrit avant, ça nous permet de faire de l'optimisation manuelle, de l'expertise manuelle sur ces données. On explique aux gens ce que donnent ces données. Et maintenant, l'idée, c'est d'automatiser tout ça. Donc maintenant, si on veut optimiser toute la chaîne que je vous ai présentée à un moment donné, les calculs qui sont distribués sur des serveurs avec des résultats, il y a 3 niveaux sur lesquels on va pouvoir travailler. Il y a le niveau application, le côté serveur et le côté cluster. Donc quand on dit cluster, c'est l'ensemble des serveurs. Le premier élément, c'est au niveau application. On travaillait jusqu'à maintenant en termes de temps de résolution d'un calcul. On voulait que ça aille le plus vite possible. Maintenant, on va rajouter une dimension énergie. Et donc à partir de là, on va avoir du multidimensionnel. On va pouvoir optimiser des choses qui sont super satisfaisantes. Je gagne sur les 2 tableaux. Je gagne en énergie, je gagne en temps de calcul. Là, c'est cool. Et puis, il y a des fois, comme on rajoute une dimension, on va éventuellement perdre un petit peu sur un critère et gagner sur l'autre. Donc là, il y a des choix à faire. Ça va dépendre de la criticité des calculs que l'on fait. Ça va dépendre de si aujourd'hui, le critère énergétique est plus important que le critère temps, et ainsi de suite. Je vais illustrer avec 2 exemples. Le premier, donc là, c'est quelque chose qui a été fait avec un chercheur qui est dans une équipe INRIA, qui est Andreas Sange. On est sur un code qui va sur 300 secondes, qui consomme une certaine énergie. Là, on est sur 4 serveurs, je crois. Et la problématique qu'on a, c'est que c'est une problématique de pooling. Alors, pooling, c'est quoi? C'est vous avez un processus qui attend des données et qui attend des données en consommant énormément. Je regarde sans arrêt. Voilà, je fais un while 1, on va dire, pour ceux qui programment, et je regarde les données sans arrêt, ce qui fait qu'on consomme pour rien si la donnée n'est pas là. Et donc, si on sait qu'à un endroit, les données ne sont pas immédiatement là, on va rajouter des temps de pause. Voilà, ça paraît tout bête, mais faire de l'optimisation énergétique, c'est ça aujourd'hui. Au niveau du temps, on s'en fout. Par contre, si on commence à réfléchir à l'énergie, ah oui, on a des nouvelles dimensions, des nouveaux axes pour améliorer le système. Et donc, en mettant des tempos, finalement, alors on parle de tempos en microsecondes, on n'est pas sur des tempos d'1 heure, et bien finalement, on a réussi à diminuer l'énergie de 22%, ce qui n'est pas négligeable. Alors, on a perdu 2% en temps. Voilà. Je ne sais pas quelle est la bonne solution, d'accord? Ça dépend à chacun, ça dépend est-ce que 2% c'est critique ou non, mais en tout cas, voilà, on ouvre des nouveaux champs de possibles. Le deuxième exemple, qui est le côté classique de l'optimisation, c'est utiliser de la vectorisation. Donc là, j'ai pris la VX512, où là, on a juste confirmé qu'a priori, on le savait tous, c'est que quand on arrive à utiliser de la vectorisation, quand le code s'y prête et les données s'y prêtent, là, on divise par 2, dans ce cas-là, un temps de calcul, mais on diminue aussi l'énergie de 40%. Voilà, donc c'est du gagnant-gagnant. Donc voilà, il y a plusieurs cas. Voilà, j'ai voulu donner ces des cas concrets. Au niveau du serveur, donc là on est sur de l'optimisation locale. Sur chaque serveur, on va pouvoir faire des choses qui commencent à exister. C'est finalement le paramètre, quand on parle processeur, le paramètre principal, souvent c'est l'horloge. On sait que plus on augmente l'horloge, plus on calcule vite. Encore que. Et par contre, on consomme plus, ça c'est sûr. Et on n'est pas en linéaire, on est en quadratique. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en haut, vous avez le profil énergétique d'une application, énergie consommée au cours du temps, et plus particulièrement, l'énergie consommée par le processeur au cours du temps. Et donc, quand le processeur a besoin de faire beaucoup de calculs, on consomme beaucoup d'énergie, et donc on va mettre la fréquence au maximum, parce que là, on sait qu'on va l'utiliser, on va utiliser l'énergie. Par contre, quand le processeur il est souvent en phase de transfert de mémoire, on a besoin de moins de puissance arithmétique, et donc dans ce cas-là, on va pouvoir baisser la fréquence, on va gagner en énergie, et on va perdre, ou même pas perdre en termes de calcul, d'accord? Parce que de toute façon, le processeur, il ne faisait pas grand-chose à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est la piste qui va être utilisée. Maintenant, si je parle cluster, donc maintenant j'ai un ensemble d'applications et je cherche à optimiser globalement l'ensemble de mes serveurs pour traiter l'ensemble des applications que j'ai à faire dans ma journée, par exemple.
Donc là, j'ai deux exemples de critères qu'on peut utiliser. Donc là typiquement, c'est le cas d'une application parallèle, purement parallèle. J'ai mon application, donc pour les gens qui font du code, on va dire, il y a du MPI derrière, Message Processing Interface. J'ai mon application qui s'est tournée sur 2 serveurs, 4 serveurs, 8 serveurs, jusqu'à 100, 1000 serveurs. Voilà, aujourd'hui, il y a des applications qui tournent sur des trucs assez monstrueux. On a donc des temps de calcul associés à la parallélisation. On sait que ce n'est pas linéaire, d'accord. Plus on augmente le nombre de serveurs et moins le gain en temps est grand. On a un phénomène d'écrasement, dû notamment aux communications. Et on a aussi des courbes d'énergie qui sont, elles, proches du linéaire, d'accord. Et donc on obtient finalement l'énergie pour un cas particulier. J'ai mon application, je veux la faire tourner sur 4, 8 ou 9 ou 10 serveurs ou 100 serveurs. Eh bien, je vais avoir le temps que je vais mettre à résoudre l'application et l'énergie consommée. Et donc ça, avec toutes les applications que j'ai à faire et tous les serveurs, ça me donne un critère d'optimisation. Voilà. Encore une fois, est-ce que les contraintes sont purement énergétiques, purement de faire des calculs? Est-ce que j'ai de la disponibilité? Voilà, tout ça, c'est je dirais, c'est la partie un peu bin packing, c'est-à-dire faire du Tetris, quoi. Un autre critère intéressant à utiliser, c'est que j'ai une application avec différents paramètres. Aujourd'hui, les gens qui lancent leur application dans du calcul, de l'IA, en général, ils fixent beaucoup de paramètres dès le début, au moment de la soumission. Je souhaite tourner sur 4 cœurs, 4 serveurs, voilà. Mais en fin de compte, en relâchant un peu ces degrés de liberté, on va pouvoir identifier un score entre ma version d'application et mes différentes classes de processeurs, hein, dans des parcs de serveurs. Dans mes parcs de serveurs, aujourd'hui, je vais avoir des serveurs avec des processeurs physiques, d'autres avec des processeurs et des GPU, d'autres avec des générations anciennes de processeurs, et puis aussi des nouveaux besoins qui sont de rediriger certains calculs sur du cloud. Voilà. Donc on va pouvoir avoir des scores entre versions une matrice, finalement, entre versions d'un même logiciel et les différentes classes de serveurs, et ça me donne un autre paramètre pour optimiser l'ensemble de mes placements de ma distribution. À la fin, j'obtiens un workflow qui est finalement assez simple, hein. Je reprends les applications qui tournent sur des serveurs pour avoir des résultats. J'ajoute la partie stratégie client. D'accord. Est-ce que j'ai aujourd'hui, j'ai pas de problème dessous, voilà. Par contre, j'ai des problèmes d'approvisionnement. Je veux absolument utiliser 20% de plus de ma capacité de calcul de mon hardware. Voilà. D'autres où, OK, le lundi, l'énergie est plus chère que le mardi, donc je vais réduire la voilure à ce moment-là. Donc on va pouvoir injecter ça dedans. Et puis, voilà, en prenant en compte les applications, leurs différentes versions, les différents serveurs, et en optimisant tout ça avec des outils, je dirais, up-to-date, qui ne sont pas forcément... là, il y a un dessin de deep learning, mais d'accord, il y a plusieurs algos dedans, il y a du bin packing, on peut faire aussi du réservoir computing, voilà, pour donner un petit truc pour Mémosine. Voilà, on va mettre en place plein de choses comme ça pour obtenir, pour répondre aux besoins qui est de gagner en optimisation sur le workflow du HPC de l'IA. J'ai mis combien de temps là? On aura du temps pour les questions. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des questions? Bonjour, Thomas Delavalade, Thales. Très intéressant, merci pour la présentation. Juste là, c'est vraiment focus HPC uniquement. Donc, les sondes que vous utilisez, c'est forcément des sondes physiques, etc. Vous avez travaillé sur la capture aussi sur des systèmes, des applications virtualisées ou conteneurisées, etc.
La sonde, oui. Non, sur tout ce qui est bare metal, ça tourne sans problème. Alors maintenant, dans le public cloud, il y a aussi du BM et du bare metal. Et en fin de compte, oui, on le fait. Voilà, faut qu'on en discute. Mais effectivement, on arrive à faire des choses uniquement sans avoir les compteurs matériels, sans avoir accès aux compteurs matériels. Non, mais on peut. Ouais, ouais. Je vois. Il faut qu'on voit, mais. Autre question? Alors, j'avais une question, mais je suspecte que tu as répondu à la fin quand tu parlais du niveau cluster. Est-ce qu'une partie de la réponse que vous fournissez, est-ce que ça peut être de dire finalement le matériel, enfin les processeurs que vous utilisez ne sont pas adaptés aux calculs que vous faites? Oui, tout à fait. On est vraiment sur l'adéquation logiciel-hardware, mapping hardware-software. Et donc, se pose la question, en effet, d'avoir certaines applications qui sont soumises, alors comment le dire, qui ne méritent pas d'avoir un matériel aussi beau, quoi. Donc, d'où le fait, alors dans les grands centres, vous avez souvent des générations d'avant qui peuvent très bien fonctionner pour ça. Et puis, l'idée aussi, c'est de rediriger une partie des calculs. Quand on dit le cloud, c'est là où on a on a des machines plus standards, on va dire, avec le côté élastique du cloud. Mais on est vraiment là-dessus, oui. Et du coup, laisser la place, finalement, à des applications qui ont besoin de ressources et qui, des fois, attendent longtemps pour avoir de la disponibilité. Donc, effectivement, c'est un axe important d'amélioration du système. Et puisqu'on parle d'IA et d'apprentissage, est-ce qu'une autre piste aussi, ce serait uniquement en regardant des traces de calcul, être capable de prédire, enfin avant même de monitorer et de faire les tests, être capable de prédire votre application a des traces typiques de telle et telle caractéristique? Alors ça, c'est ce qu'on compte utiliser pour l'optimisation. Donc là, par ressemblance, hein, finalement, c'est en prenant toute une classe d'applications qui se ressemblent en regardant les profils énergétiques, d'être capable de détecter des améliorations possibles. Et par contre, il y a aussi un autre point en regardant les profils, même en temps réel, hein, c'est aussi l'anomalie que l'on compte, que l'on a déjà expérimenté. Et donc qui permet de savoir qu'une application ne se déroule pas comme ce qui est attendu, et donc suspecter, donc là on va retomber sur des alertes, suspecter qu'il y a sûrement mal terminé ou que les données ne seront pas possibles. Donc tout ça veut dire qu'on étudie le profil énergétique, on a un a priori sur les applications, et donc ça on est dans un contexte où c'est assez facile, parce que finalement j'ai parlé de beaucoup d'applications, mais en fin de compte c'est beaucoup d'exécution d'une même application. On va changer les paramètres, on va changer les données, l'application est globalement la même, donc évidemment en fonction de la complexité cyclomatique on va avoir des différences, mais c'est pour ça qu'on travaille, on ne parle pas vraiment de profil énergétique, mais de profil énergétique statistique, c'est-à-dire qui va nous permettre justement de considérer une famille, et donc d'avoir des inférences avec cet élément-là, quoi. Allez, une dernière pour la route. Dans la continuité de la question précédente, est-ce que vous posez aussi, est-ce que vous intégrez en fait des données benchmark sur différents types de serveurs qu'il peut y avoir pour faire de la préconisation à vos clients sur quels seraient finalement les technos les plus, le matériel le plus approprié à investir en fonction des applications utilisées? Prépare ta réponse. Oui, c'est une problématique qui nous est remontée
d'être capable d'estimer. D'accord. Alors, soit estimer c'est quoi le hardware qu'il me faudrait, finalement, pour mon application, soit aussi au moment du renouvellement, finalement, comment je peux mieux dimensionner mon renouvellement, alors en termes de quantité et de qualité. Voilà, exactement. Donc, oui. Et tout ce qui est benchmark et mesure, on l'utilise aussi pour mettre au point nos modèles. Là, j'ai parlé de mesures, mais à partir des mesures qu'on fait sur le serveur, on a des modèles qu'on obtient avec des benchmarks de cette manière-là, qui nous permettent d'extrapoler l'énergie consommée par le serveur dans son ensemble. Donc, à partir de données locales, on arrive à avoir une estimation assez fine, hein, qu'on compare, qu'on est capable d'être mis en comparaison par rapport à ce que va nous donner le compteur EDF, hein, qui est à l'entrée. Et donc, voilà, c'est un autre emploi de benchmark, en effet, pour tout ce qui est estimé. Et pour les applications parallèles aussi, estimer un peu les limites, quoi. Oui, quand je dis le parallèle, ouais, c'est la scalabilité, oui. Pardon. Bonjour, merci pour la présentation. Moi, j'ai une question par rapport à partir du moment en fait, où vous préconisez des recommandations aux clients pour optimiser l'énergie des serveurs. Est-ce que derrière, en fait, vous analysez en fait, le risque de ce que vous proposez sur le fonctionnement normal des serveurs? Donc, notamment, par exemple, quand vous parlez de dans des temps un peu dormants en fait, du processeur, quand il y a un transfert de données vers la mémoire, on baisse la fréquence d'horloge. Mais est-ce que derrière, peut-être, il peut y avoir un impact sur le fonctionnement? Est-ce que vous allez jusqu'à cette étude-là de risque? Oui, forcément, parce que quand on fait tourner des choses, les gens ils veulent quand même avoir des garanties, de pas que ça parte en sucette. Donc on sait borner cette valeur-là. On sait la borner par classe d'application. Et il peut y avoir effectivement, alors l'ordre de grandeur, c'est du 2%, hein, d'accord, de risque ou de dépassement. On est plutôt sur ce genre de choses, quoi. J'avais une question sur la partie communication dont tu parlais tout à l'heure de MPI, mais ça peut être autre chose. Donc tout ça, il y a plein d'indéterminismes pendant l'exécution. Donc du coup, comment tu intègres cet indéterminisme qui va aussi avoir un impact du coup sur la consommation? Alors après, il y a les grandes classes d'applications, Memory Bond, CPU Bond, IO Bond. Donc ça va dépendre dans quel cas on est. Il faut savoir... Alors, ça, c'est déjà quelque chose qui existe en dehors du fait de prendre du critère énergétique. Le critère énergétique n'est pas, a priori, celui qui est le plus impacté dans ce sens où c'est comme dans tout ce système, à part le temps. Hein, le temps, il ne joue pas dans le bon temps. Il ne joue pas dans le bon sens. Globalement, les unités de calcul sont de très loin ce qui consomme le plus et ce qui est en dynamique, en termes de dynamique. Les autres composants ont des choses qui sont assez plates. Voilà. Qu'on utilise, enfin, le réseau, typiquement, qu'on l'utilise ou qu'on ne l'utilise pas, il n'y a pas une énorme différence. Donc, alors, au niveau temps, ça a de l'impact, d'accord, mais au niveau énergie, c'est pas là où on va avoir le plus de variations. Mais évidemment, on l'a quantifié, quoi. Une dernière pour la route. Merci. Merci pour la présentation. Du coup, d'un point de vue pratique, si je veux implémenter votre solution demain sous la forme de j'estime combien ça va consommer sur mon serveur local pour ensuite savoir combien ça va consommer dans le cloud, c'est une librairie que j'installe? Comment ça se présente? Alors non, c'est pas une librairie, c'est un chèque. Oui. Alors, on a des limitations techniques aujourd'hui. Par exemple, on va supporter Linux, d'accord. Au niveau des processeurs, on va supporter tout ce qui est Intel, tout ce qui est AMD, EPIC, tout ce qui est GPU NVIDIA, très prochainement GPU AMD.
Et à partir de là, on est sur un package très très facile à installer. On a des tutos qui permettent d'avoir le premier pied à trier. Enfin, donc on peut être en contact, on a moyen de faire tester. En général, les gens mettent à peu près 2 heures avant d'avoir des premiers résultats. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose qui est très 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 light. Voilà. Et donc il faut que je vous donne ma carte de visite après. Ok, merci Hervé.